Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'autruche et le colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Vous écoutez Question pour un colibri. Pour ce nouvel épisode, on continue à parler de l'eau. L'eau nous est précieuse et représente un impact environnemental majeur. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode 27, l'or bleu. Mais pour l'heure, c'est une autre facette de l'eau dont j'aimerais vous parler, l'aspect sanitaire. C'est d'ailleurs une question que m'a posée il y a fort longtemps Marjorie. Alors pardon pour ce délai de réponse, et voici un épisode qui permettra, j'espère, d'y voir plus clair. Parce que l'eau que nous buvons est polluée? Ah, je vois que toi tu n'as pas écouté l'épisode précédent. On entend beaucoup de choses sur l'eau et ses pollutions. Et entre les résidus de pesticides, les perturbateurs endocriniens comme les oestrogènes, ou encore les microplastiques, les bactéries, les métaux lourds, bref, les pollutions ne manquent pas. En avril 2023, on découvrait que l'eau potable d'un tiers des départements français était contaminée par des métabolites du chlorothalonil, un pesticide interdit depuis 2019. Et cela n'est pas un cas isolé. En Guadeloupe, le chlordécone, utilisé pour la culture de la banane, est au cœur d'un scandale sanitaire qui va bien au-delà de la pollution de l'eau. En 2019, l'ONG Génération Future publiait déjà un rapport d'enquête sur les pesticides, basé sur les résultats de contrôles effectués par les agences régionales de santé. Elle conclut que l'eau du robinet en France contient très souvent des pesticides et que parmi ceux-ci, plus de 3/4 des quantifications individuelles présentent des molécules qui sont soit apparentées à des perturbateurs endocriniens ou à des molécules dites CMR, cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Il y a donc à boire et à manger. Une autre étude de 2022, internationale cette fois, a été menée sur 258 rivières dans 106 pays différents. Conclusion, près d'un quart des rivières de la planète seraient polluées avec des résidus pharmaceutiques, dont des antibiotiques, des antidépresseurs, des anti-inflammatoires et bien d'autres encore. Une pollution qui touche les hommes, mais aussi les écosystèmes. Les concentrations testées seraient inférieures aux doses thérapeutiques, mais ce qui peut poser problème à terme, c'est le cumul des molécules avec un effet cocktail, on va dire, et des synergies possibles entre molécules qui sont parfois des synergies un peu hasardeuses. Mais elle vient d'où l'eau qu'on boit? L'eau du robinet vient de là où il y a de l'eau, Super, merci. c'est-à-dire au plus près des communes. Elle se trouve au cœur des territoires. L'eau potable n'est pas produite à partir du recyclage des eaux usées, mais elle est captée à partir de sources naturelles. Le circuit d'eau potable va capter les eaux souterraines ou superficielles et les transformer en eau potable. En France, elle est issue pour 60% d'eau souterraine, comme les nappes superficielles et profondes, et le reste provient des eaux de surface, comme les rivières, les torrents et les lacs. Évidemment, cela coule de source. Voyons voir comment fonctionne le captage de l'eau. Premièrement, l'eau est captée à partir de sources naturelles. À la différence de l'eau de source généralement potable, la plupart des eaux que nous consommons contiennent au départ des substances minérales et organiques parfois nocives pour la santé. Ces substances proviennent d'une part des roches et des couches sédimentaires, d'autre part des rejets qui peuvent être provoqués par les activités humaines ou encore la décomposition de la biomasse. C'est pour cette raison que l'eau va passer dans une usine de traitement. Elle est pré-traitée pour éliminer les particules en suspension, comme les sédiments et les feuilles. Cela peut être réalisé par filtration ou décantation. L'eau est ensuite traitée pour éliminer les contaminants tels que les bactéries, les virus, les parasites, les produits chimiques et les métaux lourds. On utilise différentes techniques comme la décantation, la filtration, la désinfection par chloration, c'est-à-dire l'ajout de chlore, ce qui donne ce petit goût parfois à l'eau, l'ozone ou l'ultraviolet. Une fois pré-traitée, puis traitée, l'eau est stockée dans des réservoirs d'eau ou des châteaux d'eau et elle est distribuée via un réseau de canalisation jusqu'au consommateur final. Il est important de dire qu'en France, l'eau potable qui sort de nos robinets répond à une réglementation et des normes de qualité très strictes. Régulièrement, elle est contrôlée par des autorités sanitaires. Il va sans dire que les eaux potables ne doivent pas contenir de bactéries, de résidus de pesticides ou de médicaments, de constituants naturels comme le fer, le sodium, de virus bien sûr, à des concentrations qui dépassent les normes sanitaires. Des seuils sont fixés au-dessus desquels des alertes sont émises.
Comprenez par là qu'il peut y avoir des polluants dans l'eau, mais en quantité inférieure à ces seuils. Pas moins de 70 critères sont calculés par rapport aux populations les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les nourrissons, et servent à évaluer la potabilité de l'eau. La question de fixation du seuil ou encore de l'effet cumulatif des polluants reste entière. En parallèle, l'eau est censée n'avoir ni goût, ni odeur, ni aspect particulier. Alors ces tests sont menés en parallèle par l'État et par les distributeurs d'eau pour avoir 2 fois plus de surveillance. Dans les grandes villes de plus de 300 000 habitants, les analyses sont faites quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Dans les plus petites villes, elles sont hebdomadaires ou mensuelles. Mais si notre eau est autant contrôlée, comment se fait-il qu'on y trouve des cochonneries alors? Il existe un circuit d'assainissement en parallèle du circuit d'eau potable. Après son utilisation, l'eau usée est acheminée vers une station d'épuration pour son nettoyage. Elle est dépolluée avant d'être rejetée dans la nature. Si le traitement des eaux usées n'est pas optimal, eh bien on peut retrouver des traces de polluants, notamment des polluants médicamenteux, dans l'eau potable qu'on va bien sûr capter par la suite dans les rivières. Pour connaître la qualité de l'eau du robinet, vous pouvez vous rendre sur le site eaupotable.santé.gouv.fr ou contacter votre mairie qui tient à votre disposition le résultat des analyses réalisées régulièrement sur l'eau distribuée par le réseau. Donc il faut boire de l'eau en bouteille alors pour éviter tout risque. Si on peut éviter, c'est mieux. Il existe d'autres solutions plus écologiques et moins consommatrices de plastique. Pour rappel, selon la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, il y avait 16,5 milliards de bouteilles d'eau vendues en France en 2020 et donc jetées à la poubelle. Oui, mais l'eau minérale risque pas d'être polluée, elle. Les eaux minérales naturelles ou eaux de source sont exclusivement des eaux d'origine souterraine supposées saines. Elles contiennent des minéraux et, pour certaines, avec des concentrations plus grandes que l'eau du robinet. Là encore, la réglementation française impose des normes très strictes pour garantir la qualité de l'eau minérale en bouteille. Mais il n'en reste pas moins que des incidents de contamination peuvent se produire. L'eau minérale en bouteille peut être polluée par différents types de contaminants. Dernièrement, en juillet 2022, un rapport d'analyse publié par l'association Agir pour l'environnement révélait que sur 9 bouteilles d'eau les plus vendues en France, 7 contenaient des microplastiques, vraisemblablement résultat d'une contamination de l'eau directement à cause du bouchon et ou de la bouteille. Et puis l'eau en bouteille coûte cher, beaucoup plus cher que l'eau du robinet. Les estimations en fonction des sources vont de 150 fois à 300 fois plus cher. Alors en théorie, l'eau du robinet est donc une solution supposée sûre. Mais ça reste de la théorie, vous l'aurez compris. Et si vous avez des doutes et que vous souhaitez prendre des précautions et purifier votre eau, sans aller jusqu'à la faire bouillir tous les jours, voici les solutions qui existent. Une première solution va consister à plonger dans l'eau un bâton de charbon. Il va suffire de le plonger dans l'eau, dans la bouteille ou dans la carafe qui est destinée à être bu, pendant un temps plus ou moins long, qui peut aller jusqu'à 8 heures, pour qu'il absorbe les métaux lourds et les polluants chimiques et le chlore sans pour autant supprimer les minéraux éventuels. On trouve également du charbon actif dans des systèmes de filtration que nous allons voir. J'ai également trouvé des informations sur les perles de céramique qui permettraient d'améliorer le goût de l'eau et d'agir un peu sur les dépôts calcaires. Bon, je rentre pas trop dans le détail sur ce type de solution. Une autre solution, c'est la filtration. Elle permet d'éliminer le goût du chlore et les impuretés telles que les métaux lourds ou encore les pesticides avec des cartouches à charbon. Le système de filtration le plus connu, c'est la carafe filtrante qui a été adoptée par de nombreux foyers en France. Alors attention tout de même à cette solution à changer les filtres régulièrement, toutes les 4 semaines maximum. Ceci pour éviter que les cartouches ne relarguent des contaminants dans l'eau. Il est d'ailleurs conseillé de boire de l'eau dans les 24 heures après filtration. Une alternative à la carafe filtrante, c'est le purificateur autonome. Alors il faut imaginer en fait une espèce de fontaine à eau qui se pose dans la cuisine, qu'on viendrait remplir et qui serait équipée de filtres. Et donc du coup, on vient prélever l'eau dont on a besoin une fois qu'elle a été filtrée. Ce type de purificateur autonome peut faire de 5 à 20 litres. Alors c'est un système qui est bien sûr plus coûteux que la carafe filtrante, mais qui amortit rapidement puisque les filtres dureraient 10 ans. Bon, après, il faut avoir de la place dans sa cuisine. Un système par filtration peut aussi s'installer directement sur robinet, à côté du robinet ou sous l'évier. Donc on retrouve des purificateurs d'eau équipés de cartouches toujours qui permettent de filtrer l'eau et avec des filtres qui contiennent pour la plupart aussi du charbon actif. Ils sont très efficaces pour filtrer le chlore, les métaux lourds comme le plomb par exemple. Et les systèmes de filtration sur robinet, à côté du robinet ou sous évier, sont plus coûteux que les carafes filtrantes encore une fois, mais seraient plus efficaces. À noter que les filtres doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois.
Et puis il existe aussi un système de filtration appelé osmoseur, qui utilise une combinaison de filtres pour capturer les particules les plus grosses et aussi les plus petites. Alors l'osmoseur serait très efficace pour se débarrasser des substances indésirables, des bactéries au chlore, en passant par des nitrates et autres résidus médicamenteux ou phytosanitaires. C'est une solution coûteuse, mais qui peut être amortie rapidement en fonction du modèle choisi. En revanche, ce système serait consommateur d'eau, c'est-à-dire que pour 1 litre osmosé, il y aurait 2 à 5 litres d'eau rejetée. Il existe aussi une solution de purificateur d'eau à base de lumière UV. Les rayons ultraviolets sont connus pour détruire les micro-organismes qui sont présents dans un milieu, et notamment dans l'eau. En carafe autonome ou directement fixée sur l'arrivée d'eau, il existe des solutions qui détruisent des bactéries et les champignons sans utiliser de produits chimiques. Et puis pour les eaux très dures, très calcaires, il y a une autre solution qui est celle de l'adoucisseur d'eau, qui peut être d'ailleurs couplé ou non à un purificateur. Petite parenthèse sur le calcaire, si vous me le permettez. Les caractéristiques minérales de l'eau qu'on boit en France sont très différentes d'une région à l'autre. L'eau est plus ou moins dure, c'est-à-dire riche en ions calcium et magnésium, et donc plus ou moins calcaire. 80% de l'eau potable en France serait calcaire. La dureté de l'eau va entraîner la formation de tartres dans les canalisations et les appareils électroménagers, avec pour conséquence des fuites, l'encrassement, le vieillissement prématuré des installations et des machines. Le calcaire peut aussi assécher la peau, ternir les cheveux et même rendre le linge plus rêche. Pour connaître la dureté de votre eau, vous pouvez consulter le rapport de qualité de l'eau de votre commune, disponible soit avec votre facture, soit auprès de votre commune. Un adoucisseur permet de rendre l'eau moins dure, moins calcaire, et le plus souvent, il fonctionne avec de la résine échangeuse d'ions qui va retenir ce calcaire. Alors là aussi, pour l'adoucisseur, 1 litre d'eau traitée signifie qu'on perd quand même beaucoup d'eau en parallèle. Voici donc quelques choix qui sont mis à disposition. Quelles marques existent? Eh bien, elles sont nombreuses. Alors, il y en a quand même peu qui sont made in France à proprement parler. On peut citer le français Hydropur, BWT qui a des usines en France, Brita qui est très connu aussi, l'américain Cullingan ou encore l'anglais Berkey. Quelle que soit la solution que vous allez choisir, ne négligez jamais l'entretien des filtres. Ces systèmes exigent un entretien régulier sous peine que les filtres perdent leur utilité première de filtration. Et puis, qui dit filtre, dit majoritairement plastique et donc une nouvelle pollution au moment de les changer intervient. Alors, entre pollution plastique et gaspillage de l'eau, pour certaines solutions, eh bien, il n'est pas aisé de faire un choix et je vous laisse voir. Pour finir, un fun fact, comme dirait mes fils. Les Romains laissaient couler en continu l'eau dans les maisons, les aqueducs, pour éviter que l'eau ne stagne et ne se contamine. À votre retour de vacances, pensez à laisser couler un peu l'eau avant de la boire. Alors un tout petit peu, parce qu'on manque d'eau, vous le savez. Et cela permettra d'éliminer l'eau qui a été stockée dans les tuyaux de la maison pendant votre absence. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.